Le 23 septembre 2000, Sophie Desmoulins disparaît sans laisser de traces sur l'autoroute A6 entre Paris et Lyon. Sa voiture est retrouvée abandonnée près d'une aire de repos, moteur encore chaud, portière conducteur entr'ouverte, son sac à main posé sur le siège passager avec tout son contenu intact. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun indice. Pendant 11 longues années, sa famille et les enquêteurs cherchent désespérément des réponses dans un silence assourdissant. Puis, en juillet 2011, un couple de touristes japonais entre par hasard dans un petit restaurant perdu dans les Alpes de Haute-Provence. Sur le mur, parmi des dizaines de photos de clients satisfaits, ils reconnaissent immédiatement un visage qu'ils ont vu aux informations des années auparavant. Cette femme souriante, servant des plats dans une cuisine rustique, c'est Sophie Desmoulins. Mais, selon le propriétaire du restaurant, elle s'appelle maintenant Marie Leroux et travaille ici depuis 10 ans. Comment une femme peut-elle disparaître de la circulation pendant plus d'une décennie pour réapparaître à 400 km de chez elle, vivant sous une fausse identité? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à abandonner complètement sa vie, sa famille, sa carrière prometteuse, pour se cacher dans l'anonymat le plus total? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 2000. La capitale française vit ces derniers mois du XXe siècle dans une effervescence culinaire sans précédent. Les restaurants gastronomiques se multiplient, les chefs deviennent des vedettes, et la concurrence pour obtenir les meilleurs ingrédients atteint des sommets inégalés. Dans ce monde impitoyable de la haute cuisine parisienne, Sophie Desmoulins s'est taillée une réputation enviable. À 33 ans, cette femme aux cheveux châtains et aux yeux verts perçants dirige les cuisines du Jardin Secret, un restaurant étoilé du 7e arrondissement. Née à Meaux, en Seine-et-Marne, Sophie a gravi tous les échelons depuis son apprentissage à 16 ans. Ses collègues la décrivent comme perfectionniste, exigeante mais juste, capable de transformer les ingrédients les plus simples en véritables œuvres d'art culinaire. L'appartement de Sophie, situé rue de Babylone, reflète sa personnalité méthodique. Chaque ustensile de cuisine a sa place, ses livres de recettes sont annotés avec précision, ses carnets de notes regorgent d'idées pour de nouveaux plats. Sa sœur cadette Isabelle, institutrice de 28 ans, lui rend visite régulièrement. Leurs relations sont proches malgré leurs personnalités différentes. Sophie, la perfectionniste ambitieuse, et Isabelle, plus détendue et sociable. Sophie avait cette manie de tout planifier dans les moindres détails, se souvient Isabelle. Même ses week-ends étaient organisés comme ses services au restaurant. Elle tenait un agenda où elle notait absolument tout. Ses rendez-vous professionnels, ses courses, même ses appels téléphoniques importants. Cette organisation minutieuse s'explique en partie par la pression constante du milieu gastronomique parisien. Le Jardin Secret accueille une clientèle fortunée et exigeante. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités du cinéma. Maintenir le niveau d'excellence requis demande un approvisionnement irréprochable. Sophie travaille avec plusieurs fournisseurs spécialisés, notamment Jean-Baptiste Cortez, qui lui livre les produits les plus rares. Truffes du Périgord, foie gras d'exception, viande de première qualité. Cortez, un homme de 45 ans au physique imposant et à l'accent corse prononcé, dirige une entreprise d'import-export alimentaire basée à Rungis. Son carnet d'adresses impressionnant lui permet de dénicher des produits introuvables ailleurs. Pourtant, certains de ses collègues s'interrogent sur ses méthodes. Comment réussit-il à obtenir certaines spécialités en quantité importante quand d'autres fournisseurs peinent à satisfaire leurs clients? Jean-Baptiste avait toujours les meilleurs produits, même en période de pénurie, témoigne André Gilbert, ancien chef du restaurant Le Petit Marché. On se demandait parfois d'où il sortait certaines marchandises, surtout les produits corses, qui arrivaient en permanence et toujours de qualité exceptionnelle. L'automne 2000 est particulièrement chargé pour Sophie.
Le jardin secret prépare un événement prestigieux pour la fin octobre. Un dîner de gala réunissant des personnalités du monde politique et économique français. Le menu, élaboré pendant des semaines, nécessite des ingrédients d'une qualité irréprochable. Sophie multiplie les rendez-vous avec ses fournisseurs, notamment Cortez, pour s'assurer que tout sera parfait. C'est dans ce contexte que se déroulent les derniers jours de septembre 2000. Sophie semble préoccupée selon son entourage, mais refuse de s'expliquer quand on l'interroge. Isabelle remarque que sa sœur dort mal et sursaute au moindre bruit. Elle prétendait que c'était le stress du dîner de gala, mais je la connaissais assez pour savoir que quelque chose d'autre la tracassait. Le vendredi 22 septembre, Sophie termine son service plus tard que d'habitude. Elle reste dans son bureau jusqu'à près de minuit, consultant ses carnets de commandes et passant plusieurs appels téléphoniques. Le lendemain matin, elle se lève à l'aube, inhabituellement nerveuse. Sa gouvernante, Madame Petit, qui vient faire le ménage 3 fois par semaine, la trouve dans sa cuisine en train de boire son 5e café de la matinée. Madame Sophie n'était pas dans son état normal, se rappelle la gouvernante. Elle qui était toujours si calme et organisée, ce matin-là, elle vérifiait 10 fois la même chose, ouvrait et fermait sans arrêt ses placards, comme si elle cherchait quelque chose. Et puis, elle n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre. Le samedi 23 septembre 2000 au matin, Sophie prépare son voyage vers Lyon. Elle doit rencontrer un nouveau fournisseur de volailles de Bresse, une opportunité importante pour diversifier ses approvisionnements. Ce déplacement, prévu depuis 2 semaines, s'inscrit dans sa démarche constante d'amélioration de la qualité de ses plats. À 9 heures précises, Sophie charge sa Peugeot 306 bleu métallisé. Dans son coffre, une glacière portable, ses cartes de visite professionnelles, un carnet de notes vierges pour prendre des notes sur les produits qu'elle va déguster. Elle porte ce jour-là un tailleur noir, ses chaussures de cuir italienne préférées et une écharpe en soie rouge, cadeau d'Isabelle pour son dernier anniversaire. Avant de partir, Sophie appelle sa sœur depuis son téléphone fixe. La conversation, qui dure exactement 7 minutes selon les relevés téléphoniques, semble tout à fait normale, selon Isabelle. Elle m'a dit qu'elle serait rentrée dimanche soir au plus tard, qu'elle m'appellerait en arrivant à Lyon pour me dire comment s'était passée sa rencontre. Rien dans sa voix ne laissait présager ce qui allait arriver. Sophie quitte Paris à 10h15 en empruntant la porte d'Italie pour rejoindre l'autoroute A6. Son téléphone portable, un Nokia 3310 tout neuf, contient le numéro de son contact lyonnais, Pierre Monet, éleveur de volailles installé dans la Dombes. Le rendez-vous est fixé à 14h dans sa ferme située à 30 km au nord de Lyon. La circulation sur l'A6 est fluide ce samedi matin. Sophie roule normalement, respectant les limitations de vitesse comme à son habitude. À 11h45, elle fait une halte à l'aire de repos de Nemours pour faire le plein d'essence. La caméra de surveillance de la station-service l'immortalise en train de payer à la caisse, souriante et détendue en apparence. Elle avait l'air parfaitement normal, témoigne Sylvie Marchand, la caissière de service ce jour-là. Polie, elle m'a même dit que c'était une belle journée pour voyager. Elle a acheté une bouteille d'eau et des bonbons à la menthe. Rien d'inhabituel dans son comportement. C'est la dernière fois que Sophie Desmoulins est vue vivante dans des circonstances normales. À 13h30, Pierre Monet reçoit un appel sur son téléphone fixe. Une voix masculine inconnue lui annonce que Sophie Desmoulins ne pourra pas venir au rendez-vous pour des raisons personnelles urgentes. L'homme raccroche avant que Monet puisse poser des questions. Surpris mais pas inquiet, l'éleveur note l'annulation dans son agenda et reprend ses activités. Il faut attendre 18 heures pour que l'inquiétude commence à monter. Isabelle, qui n'a reçu aucun appel de sa sœur contrairement à ce qui était prévu, essaie de la joindre sur son portable. Le téléphone sonne dans le vide. Pensant à un problème de réseau, elle attend 1 heure avant de rappeler. Toujours rien. À 19h45, un automobiliste signale à la gendarmerie d'Auxerre la présence d'une voiture abandonnée sur l'aire de repos de Maison-Dieu, au kilomètre 153 de l'A6.
La Peugeot 306 bleue métallisée est garée normalement sur une place de stationnement, mais quelque chose cloche. La portière conducteur est entr'ouverte. Les clés pendent encore au contact et le moteur tiédi suggère un arrêt récent. Le brigadier-chef Martinez, premier sur les lieux, découvre une scène troublante. Le sac à main de Sophie est posé sur le siège passager, ouvert, avec tout son contenu visible. Portefeuille contenant 300 francs en liquide et toutes ses cartes de crédit, permis de conduire, clé de son appartement parisien, maquillage, carnet d'adresse. Son téléphone portable gît sur le plancher côté conducteur, l'écran éteint, mais l'appareil intact. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est l'absence totale de signes de lutte, se souvient le brigadier-chef Martinez. Tout était en ordre, trop en ordre même, comme si la personne était simplement descendue de voiture pour quelques minutes et n'était jamais revenue. Dans le coffre, les gendarmes trouvent la glacière de Sophie, toujours fermée, ainsi que ses affaires professionnelles intactes. Aucune trace de violence, aucun indice suggérant une agression. Les autres véhicules présents sur l'aire de repos ce jour-là ont tous été identifiés. Des familles en voyage, des représentants de commerce, des retraités en excursion. Personne n'a rien vu d'anormal. L'enquête préliminaire révèle rapidement l'identité de la propriétaire du véhicule. À 22 heures, les gendarmes contactent Isabelle pour l'informer de la découverte. Le choc est terrible. Je n'arrivais pas à comprendre, se souvient-elle. Sophie était tellement prudente, tellement organisée. Elle n'aurait jamais abandonné sa voiture comme ça, avec ses affaires dedans. La nuit du 23 au 24 septembre, les recherches s'organisent. Les gendarmes passent au peigne fin l'aire de repos et ses environs immédiats. Des chiens pisteurs sont amenés sur place au petit matin. Les bêtes suivent l'odeur de Sophie sur une 50aine de mètres à partir de sa voiture, puis perdent complètement la piste près de la sortie de l'aire de repos, comme si elle était montée dans un autre véhicule. Le dimanche 24 septembre, l'enquête prend une dimension plus importante. Le capitaine Marc Fontaine, de la brigade de recherche d'Auxerre, est désigné pour diriger l'investigation. Âgé de 42 ans, ce policier expérimenté a déjà résolu plusieurs affaires de disparitions inquiétantes. Son premier réflexe est d'élargir le périmètre de recherche et d'interroger tous les témoins potentiels. Dès le premier jour, j'ai su que cette affaire n'était pas banale, explique le capitaine Fontaine. Une femme qui disparaît sans laisser de traces en abandonnant sa voiture avec toutes ses affaires dans un lieu de passage. Soit elle a été victime d'un crime, soit elle a voulu faire croire à sa mort. Dans les deux cas, nous avions affaire à quelque chose de prémédité. Les premières 48 heures sont cruciales dans toute enquête de disparition. Les gendarmes interrogent méthodiquement tous les usagers de l'autoroute identifiés dans la zone à l'heure présumée de la disparition. Les caméras de surveillance des péages précédents et suivants sont épluchées image par image. Le téléphone portable de Sophie est analysé. Le dernier appel émis remonte à 11 heures du matin depuis l'aire de Nemours, vers le numéro de Pierre Monet, pour confirmer le rendez-vous. L'analyse des relevés téléphoniques révèle un détail intrigant. Dans les jours précédant sa disparition, Sophie a reçu plusieurs appels d'un numéro non identifié, toujours très court, quelques secondes seulement. Ces appels ont eu lieu les 18, 20 et 22 septembre, toujours en fin de soirée. Quand les enquêteurs tentent de rappeler ce numéro, ils tombent sur un répondeur générique sans message personnalisé. Parallèlement, l'entourage de Sophie est passé au crible. Isabelle ouvre l'appartement de sa sœur aux enquêteurs. Rien ne semble avoir été dérangé. Les vêtements sont soigneusement rangés dans les armoires. Aucune valise ne manque. Pas de traces de préparatifs pour un voyage prolongé. Dans son bureau, les carnets de Sophie révèlent une personnalité méticuleuse, mais aussi quelques annotations étranges dans les marges. Elle avait noté des noms, des numéros, des dates, mais d'une écriture différente de son habitude, observe Isabelle en feuilletant les dernières pages du carnet professionnel de sa sœur. Comme si elle écrivait rapidement, sous stress. Et puis il y avait cette page arrachée. Sophie n'arrachait jamais de page de ses carnets. Elle barrait proprement quand elle se trompait.
Les enquêteurs s'intéressent également aux relations professionnelles de Sophie. Le jardin secret ferme exceptionnellement le lundi 25 septembre par respect pour leur chef disparu. Les employés sont tous entendus, mais leurs témoignages ne révèlent rien d'anormal dans le comportement récent de Sophie, si ce n'est une nervosité inhabituelle les derniers jours. C'est en interrogeant Jean-Baptiste Cortez que l'enquête prend sa première tournure inattendue. Le fournisseur corse, convoqué le mardi 26 septembre au commissariat d'Auxerre, se montre étrangement évasif sur ses derniers contacts avec Sophie. Il affirme ne pas l'avoir vue depuis plus d'une semaine, ce qui contredit les relevés téléphoniques montrant plusieurs conversations entre eux dans les jours précédant la disparition. Cortez mentait, c'était évident, se souvient le capitaine Fontaine. Ses réponses étaient trop préparées. Il évitait notre regard et surtout, il semblait en savoir plus qu'il ne voulait bien dire sur les derniers jours de Sophie. Mais à ce stade, nous n'avions aucune preuve contre lui. La fouille du domicile et des locaux professionnels de Cortez, autorisée par un juge d'instruction le jeudi 28 septembre, ne donne rien de concret. Ses livres de comptes semblent en ordre, ses entrepôts contiennent les marchandises habituelles. Pourtant, les enquêteurs remarquent la présence de produits corses en quantité importante, des spécialités difficiles à obtenir en si grande quantité selon d'autres professionnels du secteur. Une semaine après la disparition, l'enquête piétine. Malgré les appels à témoins diffusés dans les médias, aucune piste sérieuse ne se dessine. Sophie Desmoulins semble s'être volatilisée entre l'aire de Nemours, où elle a été vue pour la dernière fois vers midi, et l'aire de Maison-Dieu, où sa voiture a été retrouvée vers 18 heures. 6 heures durant lesquelles elle aurait pu parcourir 100 kilomètres, mais qu'aucun témoin ne peut documenter. L'analyse criminalistique de la voiture ne révèle aucune trace suspecte. Pas d'ADN étranger, pas de fibres inconnues, pas d'empreintes autres que celles de Sophie et d'Isabelle. Même les sièges ne portent aucune marque suggérant qu'une autre personne se soit trouvée dans le véhicule. C'est comme si Sophie avait simplement décidé de disparaître de son plein gré, mais sans emporter le moindre effet personnel. Fin octobre 2000, soit plus d'un mois après la disparition, les recherches s'étendent à l'ensemble du territoire national. La photo de Sophie circule dans tous les commissariats et gendarmeries de France. Des battues sont organisées dans les forêts bordant l'autoroute A6. Des plongeurs sondent les cours d'eau de la région. Toujours rien. C'est à ce moment que l'enquête révèle un premier élément troublant. En épluchant les comptes bancaires de Sophie, les enquêteurs découvrent qu'elle a retiré 10 000 francs en liquide de son compte épargne le vendredi 22 septembre, la veille de sa disparition. Ce retrait, effectué en fin d'après-midi dans une agence de son quartier, n'avait été mentionné par personne de son entourage. 10 000 francs, c'était une somme importante à l'époque, souligne le capitaine Fontaine. Sophie avait 35 000 francs sur son compte épargne. Elle n'était donc pas dans le besoin. Pourquoi retirer une telle somme en liquide la veille de son départ? Et où est passé cet argent? Il n'était pas dans sa voiture. Cette découverte relance l'hypothèse d'une disparition volontaire. Peut-être Sophie avait-elle planifié sa fuite? Mais dans ce cas, pourquoi laisser tous ses autres biens? Pourquoi ne pas vider complètement ses comptes? Et surtout, pourquoi causer une telle douleur à sa sœur, avec qui elle entretenait des relations si proches? Isabelle refuse catégoriquement de croire à cette théorie. Sophie n'aurait jamais fait ça, répète-t-elle inlassablement aux enquêteurs. Nous nous disions tout, elle n'avait aucune raison de fuir sa vie, et même si elle avait voulu recommencer ailleurs, elle m'en aurait parlé. C'était impossible qu'elle me laisse sans explication. L'automne 2000 se termine sans nouvelles de Sophie Desmoulins. Le dîner de gala du Jardin secret est annulé. Le restaurant ferme temporairement, faute de chef. Ses employés se dispersent. Certains retrouvent du travail ailleurs. D'autres attendent, en espérant que leur patronne réapparaisse un jour. À mesure que les semaines passent, l'affaire sort progressivement des médias. D'autres faits divers prennent le relais. L'attention du public se porte ailleurs. Seule Isabelle et les enquêteurs continuent de chercher des réponses. Mais même eux commencent à manquer de pistes à explorer.
Le passage à l'an 2001 se fait dans l'angoisse pour la famille Desmoulins. Isabelle espère encore un miracle, un appel, un signe de vie. Elle maintient le téléphone de Sophie actif, paie son loyer pour que l'appartement reste disponible au cas où sa sœur reviendrait. Mais au fond d'elle-même, elle commence à accepter l'idée que Sophie ne reviendra peut-être jamais. C'est dans ce contexte douloureux que se dessine la suite de cette histoire. Une attente interminable qui va durer 11 longues années jusqu'à ce qu'un couple de touristes japonais change à jamais le cours de l'enquête. Les années qui suivent la disparition de Sophie Desmoulins transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'ont connue. Isabelle, rongée par l'incertitude, développe une obsession pour les affaires de disparition. Elle épluche quotidiennement les faits divers, espérant y trouver un indice, une piste, n'importe quoi qui pourrait l'éclairer sur le sort de sa sœur. « Je ne pouvais pas faire mon deuil », confie Isabelle des années plus tard. « Comment pleurer quelqu'un dont on ne sait pas s'il est mort ou vivant ?» J'oscillais constamment entre l'espoir et le désespoir. Chaque coup de téléphone pouvait être elle. Chaque femme blonde aperçue de dos dans la rue pouvait être Sophie. L'appartement de la rue de Babylone devient un sanctuaire figé dans le temps. Isabelle paie le loyer religieusement pendant 3 ans, conservant chaque objet exactement à sa place. Les vêtements de Sophie restent suspendus dans l'armoire. Ses produits de beauté trônent toujours sur la coiffeuse de la salle de bain. Ce n'est qu'en 2003, sous la pression financière et les conseils de son psychologue, qu'Isabelle se résout finalement à vider les lieux. Le capitaine Marc Fontaine, lui, refuse d'abandonner l'enquête. Même après avoir été muté à Dijon en 2002, il continue de consacrer ses moments libres à l'affaire Desmoulins. Il reprend régulièrement contact avec d'anciens témoins, vérifie les nouvelles technologies d'investigation, espérant qu'un élément lui aura échappé. « Cette affaire me hantait », avoue le capitaine Fontaine. J'avais l'impression qu'on était passé à côté de quelque chose d'important. Une femme ne disparaît pas comme ça, sans laisser la moindre trace. Il y avait forcément une explication, mais nous n'arrivions pas à mettre le doigt dessus. Du côté professionnel, la disparition de Sophie provoque des remous durables dans le milieu gastronomique parisien. Le jardin secret change plusieurs fois de propriétaire entre 2001 et 2005, sans jamais retrouver son standing d'antan. Les fournisseurs qui travaillaient avec Sophie voient leurs affaires péricliter. Certains, comme Jean-Baptiste Cortès, cessent progressivement leur activité. Cortès lui-même traverse une période difficile après la disparition de Sophie. Son entreprise connaît des problèmes de trésorerie. Plusieurs de ses clients l'abandonnent, invoquant des retards de livraison et une qualité en baisse. En 2003, il est contraint de vendre ses entrepôts de Rungis et de réduire drastiquement son activité. Il se replie sur la Corse, où il reprend une petite exploitation familiale d'élevage de cochons. Après l'affaire Desmoulins, plus personne ne faisait confiance à Jean-Baptiste, témoigne un ancien collègue qui préfère garder l'anonymat. Il y avait des rumeurs, des sous-entendus. Même si rien n'était prouvé, sa réputation était ternie. Dans notre milieu, la confiance est tout. Une fois qu'elle est brisée, c'est très difficile de la récupérer. Les enquêteurs maintiennent une surveillance discrète sur Cortès pendant plusieurs années. Ses communications téléphoniques sont ponctuellement contrôlées, ses déplacements surveillés lors de ses rares voyages sur le continent. Mais l'homme semble avoir adopté un profil bas, se contentant de gérer sa petite exploitation corse sans faire de vagues. En 2004, une nouvelle piste émerge. Une femme correspondant au signalement de Sophie est aperçue dans une gare de banlieue lyonnaise par un contrôleur SNCF qui avait vu sa photo dans la presse. L'homme affirme être certain de l'avoir reconnue, décrivant même l'écharpe rouge qu'elle portait le jour de sa disparition. Les enquêteurs de Lyon reprennent immédiatement l'enquête, interrogent tous les témoins potentiels, épluchent les images de vidéosurveillance. Peine perdue. Après 2 semaines d'investigation intensive, il s'avère que le contrôleur s'est trompé. La femme qu'il a vue est une comptable de Villeurbanne qui ressemble effectivement à Sophie, mais qui peut prouver qu'elle était à son travail le jour de la disparition 4 ans plus tôt. Cette fausse alerte ravive cruellement les espoirs d'Isabelle, qui s'était rendue sur place dès l'annonce de cette possible piste.
C'était la 5e ou 6e fois qu'on me donnait de faux espoirs, se souvient Isabelle. À chaque fois, je me persuadais que c'était la bonne, et à chaque fois, la chute était terrible. J'ai commencé à me protéger émotionnellement, à ne plus croire au miracle. L'affaire ressort sporadiquement dans les médias au fil des anniversaires. Chaque 23 septembre, quelques journaux régionaux republient la photo de Sophie avec un article rappelant les circonstances de sa disparition. Ces articles génèrent parfois de nouveaux témoignages, mais qui se révèlent systématiquement sans fondement. En 2006, 6 ans après la disparition, Isabelle prend une décision douloureuse mais nécessaire. Elle demande à un juge de déclarer sa sœur officiellement décédée. Cette procédure, qui nécessite une absence de nouvelles pendant au moins 5 ans, lui permet de régler la succession et de tourner symboliquement la page. « Je n'y croyais plus », explique Isabelle. 6 ans sans aucune nouvelle, sans aucune trace. Il fallait que j'accepte la réalité et que je recommence à vivre. Sophie n'aurait pas voulu que je gâche ma vie à l'attendre indéfiniment. La cérémonie de messe commémorative, organisée dans l'église Saint-Thomas d'Aquin du 7e arrondissement parisien, rassemble une centaine de personnes. Anciens collègues de Sophie, clients du Jardin secret, amis d'enfance de Meaux, tous viennent rendre hommage à une femme qui avait marqué leur vie par sa générosité et son professionnalisme. Mais même après cette cérémonie, Isabelle ne parvient pas à faire complètement le deuil. Elle déménage à Bordeaux la même année, change de travail, refait sa vie avec un collègue enseignant. Pourtant, elle maintient un contact régulier avec le capitaine Fontaine, désormais à la retraite mais toujours obsédé par l'affaire. Les années 2007, 2008 et 2009 passent sans développement notable. L'enquête officielle est classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Seul le capitaine Fontaine continue ses recherches personnelles, compilant méticuleusement tous les éléments du dossier, cherchant le détail qui lui aurait échappé. C'est en 2010 qu'un élément nouveau fait surface, de manière totalement inattendue. Pierre Monet, l'éleveur de volailles que Sophie devait rencontrer le jour de sa disparition, décède d'une crise cardiaque dans sa ferme de la Dombes. En vidant sa maison, ses enfants découvrent dans un tiroir de son bureau une lettre datée du 24 septembre 2000, soit le lendemain de la disparition de Sophie. Cette lettre, écrite de la main de Monet, n'avait jamais été envoyée. Elle était adressée au capitaine Fontaine et contenait un détail troublant. L'éleveur y expliquait que l'homme, qui l'avait appelé pour annuler le rendez-vous de Sophie, avait un accent corse très prononcé, un détail qu'il n'avait jamais mentionné lors de son interrogatoire initial. Je ne sais pas pourquoi Monet n'avait jamais parlé de cet accent lors de son audition, s'interroge le capitaine Fontaine. Peut-être avait-il peur des représailles, ou alors il n'avait pas mesuré l'importance de ce détail sur le moment. Quoi qu'il en soit, cette information changeait la donne. Cette révélation tardive remet Jean-Baptiste Cortès au centre des soupçons. L'ancien fournisseur corse, désormais âgé de 55 ans et installé définitivement en Corse, est à nouveau convoqué pour interrogatoire. Mais l'homme a visiblement anticipé cette possibilité. Il produit des témoins affirmant qu'il se trouvait sur son exploitation le 23 septembre 2000 toute la journée. Cortès était préparé, analyse le capitaine Fontaine. Ces témoins étaient trop parfaits, leurs témoignages trop précis pour des événements vieux de 10 ans, mais nous ne pouvions rien prouver. Un accent corse au téléphone, ce n'était pas suffisant pour l'inculper, d'autant plus que le témoin principal était décédé. L'enquête piétine à nouveau. Malgré cette nouvelle piste, les enquêteurs n'arrivent pas à établir un lien direct entre Cortès et la disparition de Sophie. L'homme nie avoir eu le moindre contact avec elle dans les jours précédant sa disparition, contredisant toujours les relevés téléphoniques qui prouvent le contraire. C'est dans ce contexte d'impasse que survient l'événement qui va changer le cours de l'histoire. Juillet 2011. Hiroshi et Yuki Tanaka, un couple de retraités japonais passionnés de gastronomie française, entament un voyage de 3 semaines à travers les régions françaises. Leur périple, soigneusement planifié depuis des mois, les mène des châteaux de la Loire aux villages perchés de Provence, en passant par les vignobles de Bourgogne. Hiroshi,
ancien ingénieur chez Toyota, et sa femme Yuki, ancienne institutrice, partagent une passion commune pour la cuisine française depuis leur jeune âge. Ils ont économisé pendant des années pour s'offrir ce voyage de rêve, collectionnant les guides gastronomiques et apprenant quelques bases de français pour mieux communiquer avec les habitants. Nous voulions découvrir la vraie cuisine française, pas celle des restaurants touristiques, explique Hiroshi dans un français hésitant mais touchant. Nous cherchions les petits établissements familiaux, les endroits où mangent les locaux. Leur route les conduit en Provence au début du mois de juillet. Ils louent une petite Citroën à l'aéroport de Marseille et sillonnent les routes départementales, s'arrêtant au hasard dans les villages qui leur semblent authentiques. C'est ainsi qu'ils découvrent Saint-Martin-de-Brome, un petit bourg de 800 habitants perché sur les contreforts des Alpes de Haute-Provence. Saint-Martin-de-Brome n'est pas une destination touristique majeure. Le village, situé à une trentaine de kilomètres de Manosque, vit principalement de l'agriculture et de l'élevage. Ses rues pavées serpentent entre des maisons de pierre blonde typiques de la région, dominées par un clocher du XIIe siècle. L'été, quelques citadins viennent y chercher la fraîcheur, mais l'endroit reste préservé du tourisme de masse. C'est le hasard qui guide les pas d'Hiroshi et Yuki vers le restaurant La Table des Lavandes, un établissement modeste tenu par François Mercier, un ancien chef parisien reconverti dans la cuisine provençale. Le restaurant, ouvert depuis 10 ans, jouit d'une excellente réputation locale pour ses spécialités à base de produits régionaux. Nous nous étions perdus en cherchant un autre restaurant recommandé dans notre guide, raconte Yuki. Il était tard, nous avions faim, et nous avons vu cette petite enseigne discrète. L'endroit avait l'air authentique, exactement ce que nous cherchions. L'intérieur de La Table des Lavandes respire la simplicité provençale. Une quinzaine de tables en bois massif, des murs ornés de photos de la région, une cheminée en pierre qui ne sert qu'en hiver. Mais ce qui attire immédiatement l'attention des Tanaka, c'est le mur du fond, entièrement recouvert de photos de clients satisfaits, prises au fil des années. François Mercier accueille chaleureusement le couple japonais, ravi de recevoir des visiteurs venus de si loin. Sa femme Monique s'occupe du service en salle, tandis qu'une employée s'affaire discrètement en cuisine. Le repas est excellent, tapenade maison, daube provençale, tarte aux abricots de la région. Les Tanaka sont enchantés et demandent à féliciter la cuisinière. « Nos clients adorent Marie », explique François Mercier en désignant la cuisine. Elle travaille avec nous depuis plus de 10 ans. C'est une perle rare, une vraie passionnée qui connaît tous les secrets de la cuisine provençale. C'est à ce moment que Marie Leroux sort de sa cuisine pour saluer les clients. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux châtains légèrement grisonnants, aux yeux verts expressifs. Elle porte un tablier de cuisine taché. Ses mains sentent encore les herbes de Provence qu'elle vient de manipuler. Son sourire est chaleureux, sa voix douce avec un léger accent du Midi acquis au fil des années. Hiroshi et Yuki la complimentent sur la qualité du repas dans leur français approximatif. Marie répond avec gentillesse, posant quelques questions sur leur voyage, recommandant d'autres spécialités de la région. Puis, elle retourne en cuisine terminer le service du soir. Avant de partir, selon une habitude prise dans tous les restaurants qu'ils visitent, les Tanaka demandent à prendre une photo avec l'équipe. François accepte avec plaisir et ils se placent tous devant le mur de photos de clients. Marie, un peu gênée, accepte finalement de figurer sur le cliché. Monique immortalise le moment avec l'appareil photo numérique des Japonais. Une fois la photo prise, Yuki, curieuse, s'approche du mur pour regarder les autres clichés. 10 années de souvenirs s'étalent devant elle. Familles en vacances, couples d'amoureux, groupes d'amis, touristes étrangers. Chaque photo porte une date et parfois un petit mot de remerciement. C'est en examinant une section du mur datée de 2002 que Yuki s'arrête net. Parmi la dizaine de photos de cette période, l'une d'elles attire son attention. On y voit François Mercier, plus jeune de 9 ans, souriant aux côtés d'une femme en tenue de cuisine. Cette femme, c'est indéniablement Marie Leroux, mais avec quelques années de moins. Ses cheveux sont plus courts, son visage moins marqué par le soleil provençal.
Ce qui trouble Yuki, c'est une sensation de déjà-vu qu'elle n'arrive pas à définir. Cette femme lui rappelle quelqu'un. Mais quoi? Elle appelle discrètement Hiroshi et lui montre la photo. Son mari plisse les yeux, réfléchit un instant, puis secoue la tête. Lui non plus ne voit pas de qui il s'agit. Le couple quitte le restaurant avec cette interrogation en tête. Dans leur petite chambre d'hôtel de Manosque, ils visionnent les photos prises pendant la soirée sur leur appareil numérique. Quand apparaît le cliché du groupe devant le mur du restaurant, Yuki ressent à nouveau cette impression troublante. Elle connaît ce visage, elle en est certaine. « J'ai eu une insomnie cette nuit-là », se souvient Yuki. Ce visage me hantait. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part, mais impossible de me rappeler où et quand. Le lendemain matin, en prenant leur petit déjeuner, Hiroshi a une illumination. Il se souvient maintenant où ils ont vu ce visage. C'était dans un documentaire télévisé sur les disparitions inexpliquées qu'ils avaient regardé plusieurs années auparavant au Japon. Le programme, diffusé sur une chaîne spécialisée dans les faits divers internationaux, s'intéressait notamment aux affaires françaises non résolues. Hiroshi avait une excellente mémoire visuelle, confirme Yuki. Une fois qu'il avait vu un visage, il ne l'oubliait jamais. Il était certain que cette femme avait figuré dans ce documentaire sur les disparitions. De retour au Japon 3 semaines plus tard, le couple entreprend des recherches. Hiroshi retrouve la chaîne télévisée qui avait diffusé le documentaire et parvient à se procurer une copie de l'émission. Effectivement, l'affaire Sophie Desmoulins y était évoquée, avec diffusion de sa photo et rappel des circonstances de sa disparition. La ressemblance est frappante. Certes, 11 ans ont passé, les cheveux ont changé de coupe, le visage s'est creusé, mais les traits fondamentaux sont identiques. La forme des yeux, la ligne du nez, la forme de la bouche. Hiroshi et Yuki n'ont plus aucun doute. Marie Leroux et Sophie Desmoulins ne font qu'une. Reste à savoir quoi faire de cette découverte. Faut-il prévenir la police française? Et si les Tanaka se trompaient? Et si cette révélation mettait en danger cette femme qui semble avoir trouvé la paix dans sa nouvelle vie? Le couple japonais passe plusieurs jours à peser le pour et le contre. Finalement, c'est Yuki qui tranche. Si cette femme était notre fille et qu'elle avait disparu, nous aimerions qu'on nous dise qu'elle est en vie. Sa famille a le droit de savoir. Le 15 août 2011, Hiroshi Tanaka compose le numéro du commissariat d'Auxerre qu'il a trouvé sur Internet. Dans son français hésitant, il explique à l'agent d'accueil qu'il a des informations sur une disparition ancienne. Après plusieurs transferts, il finit par avoir le capitaine Bernard Roussel, qui a repris le dossier Desmoulins après la retraite de Marc Fontaine. « Au début, j'ai cru à une plaisanterie », avoue le capitaine Roussel. Un Japonais qui appelle d'Osaka pour dire qu'il a retrouvé une femme disparue depuis 11 ans dans un restaurant de Provence. Ça semblait tellement invraisemblable. Mais quand il m'a envoyé les photos par mail, j'ai été saisi. Les clichés envoyés par Hiroshi sont effectivement troublants. Malgré les années écoulées et les changements physiques, la ressemblance entre Marie Leroux et Sophie Desmoulins est indéniable. Le capitaine Roussel contacte immédiatement ses collègues de Manosque pour organiser une vérification discrète. Le 20 août 2011, 2 gendarmes en civil se rendent à Saint-Martin-de-Brome sous couvert d'une enquête de routine sur l'emploi de travailleurs étrangers dans la restauration. Ils déjeunent à la table des lavandes et observent discrètement Marie Leroux. Leur conclusion confirme les soupçons. Cette femme correspond effectivement au signalement de Sophie Desmoulins. Mais comment procéder sans éveiller ses soupçons? Si Marie Leroux est bien Sophie Desmoulins, elle a visiblement de bonnes raisons de se cacher. Une approche brutale pourrait la faire fuir à nouveau. Le capitaine Roussel décide d'une stratégie progressive. D'abord, vérifier l'identité réelle de Marie Leroux, puis comprendre les raisons de sa disparition. L'enquête administrative révèle rapidement que Marie Leroux existe officiellement depuis le mois d'octobre 2000. Ses papiers d'identité, parfaitement en règle, indiquent qu'elle est née le 15 juin 1967 à Toulon, ce qui lui donne 44 ans en 2011. Elle a un permis de conduire, un compte en banque, une carte vitale, tous les documents d'une vie normale. Pourtant, quand les enquêteurs creusent plus profondément,
il découvre que Marie Leroux n'existe dans aucun fichier antérieur à octobre 2000. Pas d'état civil à Toulon, pas de scolarité, pas d'emploi déclaré avant son arrivée à Saint-Martin-de-Brome. C'est comme si cette femme était née à l'âge de 33 ans, exactement l'âge qu'avait Sophie Desmoulins au moment de sa disparition. Nous étions face à une identité parfaitement construite, explique le capitaine Roussel. Quelqu'un avait fourni à cette femme de faux papiers d'excellente qualité, mais avait oublié de créer un passé administratif cohérent. C'était la preuve qu'il s'agissait bien d'une fausse identité. Reste à déterminer qui a aidé Sophie à disparaître, et pourquoi. Les enquêteurs se penchent sur l'entourage de Marie Leroux à Saint-Martin-de-Brome. François et Monique Mercier, interrogés séparément, affirment tous deux que Marie s'est présentée spontanément à leur restaurant en octobre 2000, cherchant du travail. Elle avait de l'expérience, des références, fausses, comprennent maintenant les enquêteurs, et ils l'avaient embauchée sans poser trop de questions. Marie était une excellente cuisinière, discrète, travailleuse, témoigne François Mercier. Elle nous avait dit qu'elle sortait d'un divorce difficile et qu'elle voulait recommencer sa vie loin de son ex-mari. Nous avons respecté sa volonté de ne pas parler de son passé. Au village, tout le monde connaît et apprécie Marie. Elle s'est parfaitement intégrée, participant aux fêtes locales, aidant bénévolement lors des manifestations caritatives. Personne n'a jamais soupçonné qu'elle puisse vivre sous une fausse identité. Cette femme réservée mais sympathique fait partie du paysage local depuis plus de 10 ans. L'enquête révèle également que Marie vit seule dans un petit appartement du centre-ville, qu'elle mène une vie simple et discrète. Elle n'a pas de relation amoureuse connue, peu d'amis proches, et semble avoir délibérément construit une existence effacée, comme si elle avait voulu devenir invisible. Le puzzle commence à se reconstituer, mais il manque encore la pièce maîtresse. Pourquoi Sophie Desmoulins a-t-elle voulu disparaître ? Et qui l'a aidée à construire cette nouvelle identité? La réponse à ces questions va bientôt bouleverser tout ce que les enquêteurs croyaient savoir sur cette affaire. Le 25 août 2011, le capitaine Roussel prend la décision d'approcher directement Marie Leroux. L'accumulation de preuves ne laisse plus de doute sur sa véritable identité. Mais il faut maintenant comprendre les raisons de sa fuite. Une stratégie délicate s'impose. Comment aborder une femme qui a vécu 11 ans sous une fausse identité sans la faire paniquer? L'approche se fait en douceur. Le capitaine Roussel se rend seul à Saint-Martin-de-Brome, en tenue civile, se faisant passer pour un touriste. Il déjeune à la table des Lavandes, un mardi midi, jour de faible affluence. Quand Marie sort de sa cuisine pour saluer les rares clients, leurs regards se croisent. Et dans ce regard, Roussel lit immédiatement la reconnaissance et la peur. « Elle a su instantanément que j'étais policier », se souvient le capitaine. Malgré ma tenue civile, malgré mes précautions, elle a deviné, probablement parce qu'elle vivait dans la crainte constante d'être découverte. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu 11 années de tension et d'angoisse remonter à la surface. Marie se fige quelques secondes, puis retourne précipitamment en cuisine. Roussel termine calmement son repas, paye l'addition et sort du restaurant. Il l'attend dans sa voiture garée discrètement sur la place du village. À 14 heures, Marie sort par la porte de service, traverse rapidement la place et vient frapper à sa vitre. « Vous êtes policier, n'est-ce pas ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « Vous savez qui je suis vraiment. » Le capitaine Roussel acquiesce et l'invite à monter dans sa voiture. Pendant quelques minutes, ils roulent en silence sur les petites routes provençales. Marie regarde défiler le paysage qu'elle a appris à aimer, consciente que sa nouvelle vie vient peut-être de se terminer. « Je savais que ce jour arriverait », finit-elle par dire. « Pendant 11 ans, j'ai vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chaque nouveau client, chaque inconnu dans le village, je me demandais si c'était la fin. » Roussel gare la voiture sur un petit parking dominant la vallée de la Durance. Le cadre est paisible, propice aux confidences. Il sort une photo de Sophie Desmoulins datant de 2000 et la pose sur le tableau de bord. Marie la regarde longuement, les larmes aux yeux. « Cette femme me manque », murmure-t-elle. « Je sais que c'est paradoxal puisque c'est moi, mais Sophie Desmoulins me manque. Sa vie, sa famille, sa passion pour la cuisine, tout ce que j'ai dû abandonner.
C'est alors que commence le récit le plus troublant de toute cette affaire. Pendant 2 heures, dans cette voiture garée face aux montagnes provençales, Marie Leroux, alias Sophie Desmoulins, va révéler la vérité sur sa disparition. Une vérité qui dépasse tout ce que les enquêteurs avaient imaginé. Tout a commencé 3 semaines avant ma disparition, explique Sophie. Jean-Baptiste Cortès m'avait proposé un contrat exceptionnel et fournir en exclusivité le dîner de gala d'octobre avec des produits corses d'une qualité incomparable. Le prix était élevé, mais la qualité promettait d'être exceptionnelle. Ce fameux soir du 2 septembre 2000, Sophie se rend aux entrepôts de Rungis pour finaliser sa commande avec Cortès. Elle arrive vers 22 heures après la fermeture officielle du marché. Les allées désertes résonnent de leurs pas tandis qu'ils se dirigent vers les chambres froides où sont stockées les marchandises de luxe. Jean-Baptiste voulait me montrer des pièces de viande exceptionnelles qu'il venait de recevoir de Corse, continue Sophie. Nous sommes entrés dans une chambre froide du fond, celle qu'il réservait à ses clients les plus importants. Mais cette chambre froide ne contient pas que de la viande. Sophie découvre avec horreur plusieurs cartons marqués de symboles qu'elle ne reconnaît pas, mais qui n'ont visiblement rien à voir avec l'alimentation. Cortès tente de détourner son attention. Mais Sophie, curieuse de nature, s'approche de l'un des cartons entr'ouverts. À l'intérieur, elle aperçoit des sachets de poudre blanche soigneusement emballés. Son sang se glace quand elle comprend qu'elle vient de découvrir un stock de drogue dissimulé parmi les denrées alimentaires. Cortès utilise ses livraisons légitimes au restaurant parisien pour écouler de la cocaïne en provenance de Corse. J'ai voulu faire demi-tour immédiatement, se souvient Sophie. Mais Jean-Baptiste m'a rattrapé par le bras. Son visage avait changé. Il n'était plus le fournisseur sympathique que je connaissais. Il était devenu menaçant, dangereux. Cortès explique alors froidement à Sophie qu'elle vient de voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Il lui précise que son organisation ne tolère aucun témoin et que plusieurs personnes sont déjà mortes pour avoir voulu parler. Mais il lui propose un marché. Oublier ce qu'elle a vu en échange de sa vie sauve. Il m'a dit que j'avais 24 heures pour réfléchir, poursuit Sophie. Soit j'acceptais de me taire et de continuer à travailler avec lui comme si de rien n'était, soit je disparaissais définitivement. Il a été très clair. Il n'y aurait pas de troisième option. Terrifiée, Sophie rentre chez elle en état de choc. Elle passe la nuit à réfléchir, pesant ses options. Prévenir la police ? Cortès lui a fait comprendre que son organisation avait des contacts partout, y compris dans les forces de l'ordre. Fuir ? Mais comment disparaître quand on ne connaît rien au monde clandestin? C'est le lendemain matin, le 3 septembre, que Sophie reçoit le premier appel téléphonique menaçant. Une voix qu'elle ne reconnaît pas lui rappelle qu'elle a 23 heures pour donner sa réponse. Ces appels vont se répéter les jours suivants, de plus en plus pressants. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, se souvient Sophie. J'avais peur de sortir de chez moi, peur de répondre au téléphone. Je savais qu'ils étaient capables de mettre leurs menaces à exécution. Le vendredi 22 septembre, Cortès lui fixe un ultimatum. Elle doit donner sa réponse définitive le lendemain. C'est ce soir-là que Sophie prend la décision la plus difficile de sa vie. Plutôt que de choisir entre le silence complice et la mort, elle va choisir une troisième voie, la disparition volontaire. J'ai compris que je ne pourrais jamais vivre normalement en sachant ce que je savais, explique-t-elle. Même si j'acceptais de me taire, ils auraient toujours pu revenir me menacer. Et je ne pouvais pas non plus dénoncer Cortès en étant certaine que ça me coûterait la vie. Sophie contacte alors une personne qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Marco Santini, un ancien petit ami rencontré 10 ans plus tôt lors de vacances en Corse. Cet homme, qu'elle savait évoluer dans des milieux interlopes, représentait son seul espoir d'obtenir de faux papiers et de disparaître efficacement. Marco était différent de Jean-Baptiste, précise Sophie. Il trempait dans des affaires louches, certes, mais il n'était pas violent. C'était plutôt un opportuniste, quelqu'un qui rendait des services contre rémunération. Je me souvenais qu'il m'avait dit que rien n'était impossible pour qui avait les moyens de payer. L'appel à Santini change tout.
L'homme comprend immédiatement la gravité de la situation quand Sophie lui explique qu'elle a des ennuis avec des gens de chez nous, selon son expression. Il accepte de l'aider, mais le prix est élevé. 50 000 francs pour une nouvelle identité complète et une extraction discrète. Sophie n'a que 10 000 francs sur son compte épargne. Elle va devoir improviser pour réunir la somme. C'est pourquoi elle retire cette somme le vendredi après-midi. Premier raconte pour Santini, qui exige un geste de bonne foi avant de se mettre en mouvement. Le plan échafaudé par Santini est d'une simplicité redoutable. Sophie doit se rendre normalement à son rendez-vous lyonnais, mais s'arrêter à l'aire de repos de Maison-Dieu vers 18 heures. Là, un complice de Santini l'attendra pour l'exfiltrer. Elle devra abandonner sa voiture avec toutes ses affaires pour faire croire à un enlèvement ou à un accident. L'idée était de faire croire que j'avais été victime d'un crime, explique Sophie. Personne ne chercherait une femme supposée morte. C'était cruel pour ma famille, mais c'était le seul moyen de leur éviter d'être mêlés à cette histoire. Le matin du 23 septembre, Sophie joue son rôle à la perfection. Elle appelle Isabelle normalement, fait le plein d'essence à Nemours en se comportant comme une voyageuse ordinaire. Mais intérieurement, elle vit ses dernières heures en tant que Sophie Desmoulins. À 13h30, conformément au plan de Santini, elle appelle Pierre Monet pour annuler son rendez-vous. Mais c'est un complice corse de Santini qui passe l'appel, d'où l'accent que l'éleveur avait noté sans oser le mentionner aux enquêteurs, par peur des représailles. À 18h précises, Sophie arrive à l'aire de repos de Maison-Dieu. Un homme l'attend près des toilettes, comme convenu. Elle descend de sa voiture, laisse la portière entr'ouverte et les clés au contact selon les instructions reçues. En quelques minutes, elle disparaît dans une camionnette aux vitres teintées qui l'emmène vers sa nouvelle vie. J'ai regardé ma voiture s'éloigner dans le rétroviseur, se souvient Sophie, les larmes aux yeux. C'était symbolique. Je regardais ma vie d'avant disparaître pour toujours. Je savais que je ne reverrais jamais ma sœur, mon appartement, mes amis. C'était comme mourir en restant vivante. Le voyage jusqu'en Provence dure toute la nuit. Sophie est conduite dans une maison isolée près d'Aix-en-Provence, où elle va passer 3 semaines, le temps que Santini finalise ses nouveaux papiers. Pendant cette période d'attente, elle coupe et teint ses cheveux, s'habitue à sa nouvelle identité, apprend les détails de sa fausse biographie. Marie Leroux naît officiellement le 15 octobre 2000. Ses papiers d'identité sont parfaits, mais Santini a négligé de créer un passé administratif cohérent, erreur qui permettra aux enquêteurs de la retrouver 11 ans plus tard. Sophie paie les 40 000 francs restants avec l'argent de la vente discrète de ses bijoux, organisée par Santini. J'avais hérité de ma mère une bague avec un diamant et plusieurs bijoux anciens, explique Sophie. C'était tout ce qui me restait de ma famille, mais je n'avais pas le choix. Ma vie valait plus que des bijoux. Marie Leroux s'installe à Saint-Martin-de-Brome par hasard. En cherchant du travail dans la région, elle tombe sur l'annonce de François Mercier, qui cherchait justement une cuisinière expérimentée. Sa nouvelle identité et ses compétences réelles en cuisine lui permettent d'être embauchée rapidement. Au début, c'était très difficile, confie Sophie. Je sursautais au moindre bruit. J'avais peur de croiser quelqu'un qui me reconnaîtrait. Il m'a fallu des années pour me détendre et accepter ma nouvelle vie. Pendant 11 ans, Sophie vit dans la peur constante d'être découverte. Elle évite soigneusement les médias, ne voyage jamais, ne noue pas de relations profondes. Sa vie à Saint-Martin-de-Brome est volontairement effacée, presque monastique. Elle trouve néanmoins une forme de paix dans cette existence simple, loin des tentations et des dangers du monde gastronomique parisien. Paradoxalement, j'étais peut-être plus heureuse à Saint-Martin qu'à Paris, réfléchit Sophie. Moins de stress, moins de pression, des relations humaines plus authentiques, mais il me manquait ma sœur. Chaque jour, je pensais à Isabelle, je me demandais comment elle allait, si elle m'avait oublié. Pendant toutes ces années, Sophie suit discrètement l'évolution de l'enquête sur sa disparition. Elle lit les articles de presse sur Internet, apprend la fermeture du jardin secret, la cérémonie commémorative organisée par Isabelle. Chaque information lui brise le cœur, mais elle reste convaincue d'avoir fait le bon choix.
Le plus dur, c'était de savoir qu'Isabelle souffrait à cause de moi, avoue Sophie. Mais si j'avais refait surface, j'aurais remis sa vie en danger. Cortez et ses associés n'auraient pas hésité à s'en prendre à ma famille pour me faire taire. L'enquête révèle également ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Cortez après la disparition de Sophie. Privé de son témoin gênant, il a continué ses activités de trafic pendant quelques années. Mais la pression policière constante et la méfiance de ses clients l'ont finalement poussé à arrêter. Il s'est retiré en Corse, où il mène aujourd'hui une vie discrète, officiellement reconverti dans l'élevage. Cortez n'a jamais été inquiété pour le trafic de drogue, regrette le capitaine Roussel. Sans le témoignage de Sophie, nous n'avions aucune preuve. Il a eu de la chance que sa victime choisisse de disparaître plutôt que de parler. Maintenant que la vérité éclate, Sophie se trouve face à un dilemme. Que faire de cette révélation? Légalement, elle n'a commis aucun crime. Disparaître volontairement n'est pas illégal, même si cela cause du tort à ses proches. Mais moralement, elle porte le poids de 11 années de mensonges et de souffrances infligées à sa famille. « Je veux revoir Isabelle », déclare Sophie au capitaine Roussel. « Même si elle me déteste pour ce que je lui ai fait subir, même si elle ne me pardonne jamais, j'ai besoin qu'elle sache que je l'ai toujours aimée, que si j'ai fait ce choix, c'était aussi pour la protéger. » Les retrouvailles entre les deux sœurs ont lieu le 30 août 2011, dans un bureau de la gendarmerie de Manosque. Isabelle, prévenue par téléphone la veille, a fait le voyage depuis Bordeaux dans un état de sidération totale. Pendant 11 ans, elle a pleuré une sœur morte, et voilà qu'elle découvre que Sophie est vivante, et vit à 400 kilomètres de chez elle. L'émotion est indescriptible quand les deux femmes se retrouvent face à face. Isabelle ne reconnaît pas immédiatement cette femme, aux cheveux grisonnants, marquée par 11 années de vie clandestine. Mais quand Sophie prononce son prénom avec cette intonation particulière qu'elle seule connaît, Isabelle s'effondre en larmes. « J'ai ressenti en même temps une joie immense et une colère terrible, » confie Isabelle. « Joie de retrouver ma sœur vivante. Colère de comprendre qu'elle avait choisi de me faire souffrir pendant 11 ans. C'était un mélange d'émotions impossibles à décrire. Les explications de Sophie ne suffisent pas immédiatement à apaiser la douleur d'Isabelle. Comment comprendre et pardonner 11 années d'angoisse, de recherche vaine, de faux espoirs? Comment accepter d'avoir fait son deuil d'une sœur qui était vivante et qui aurait pu donner signe de vie? Isabelle avait le droit d'être en colère, reconnaît Sophie. J'avais brisé sa vie par égoïsme, car c'était de l'égoïsme. J'avais choisi de sauver ma peau plutôt que d'affronter la vérité. Même si j'avais de bonnes raisons, le résultat était le même. Il faudra plusieurs mois de thérapie familiale pour que les deux sœurs retrouvent une relation apaisée. Isabelle a besoin de temps pour digérer la révélation, pour comprendre les motivations de Sophie, pour accepter que sa sœur ait pu prendre une décision si radicale sans la consulter. Progressivement, les liens se retissent. Isabelle rend visite à Sophie à Saint-Martin-de-Brome, découvre sa nouvelle vie, fait connaissance avec les gens qui l'ont accueillie sans poser de questions. Elle comprend que sa sœur a trouvé une forme de paix dans cette existence simple, même si le prix à payer était énorme. Aujourd'hui, je comprends mieux, explique Isabelle 2 ans après les retrouvailles. Sophie était dans une situation impossible. Elle a fait le choix qui lui semblait le moins pire à l'époque. Je ne peux pas dire que j'aurais fait pareil, mais je peux comprendre ses motivations. Sophie, elle, a choisi de rester Marie Leroux, officiellement. Reprendre son identité d'origine l'exposerait à d'éventuelles représailles de la part des anciens associés de Cortez. Elle continue de travailler à la table des lavandes, mais sa véritable identité est désormais connue de François et Monique Mercier, qui ont accepté de garder le secret. Marie fait partie de notre famille, déclare François Mercier. Peu importe son vrai nom ou son passé, c'est une femme bien qui mérite de vivre en paix. Nous continuerons à la protéger tant qu'elle voudra rester ici. L'affaire ne sera jamais jugée.
Jean-Baptiste Cortès, interrogé une dernière fois, nie toujours toute implication dans la disparition de Sophie, sans preuve matérielle du trafic de drogue et avec un témoin qui refuse de porter plainte pour préserver sa sécurité. L'enquête est classée sans suite. Sophie a aujourd'hui 55 ans et vit toujours sous l'identité de Marie Leroux. Elle a vieilli en paix dans son village provençal, entourée de l'affection des habitants qui connaissent maintenant son histoire. Isabelle lui rend visite régulièrement, et leurs relations sont redevenues chaleureuses, même si elle porte encore les cicatrices de ces 11 années de séparation. « Je ne regrette pas mon choix », affirme Sophie aujourd'hui. « C'était la seule solution pour rester en vie et protéger ma famille. Certes, j'ai fait souffrir Isabelle, et c'est quelque chose avec quoi je dois vivre. Mais au moins, nous sommes toutes les deux vivantes, et nous pouvons nous retrouver. » Hiroshi et Yuki Tanaka, les touristes japonais qui ont permis cette découverte, sont restés en contact avec les deux sœurs. Ils reviennent chaque été déjeuner à la table des lavandes, heureux d'avoir contribué à réunir une famille. Leur geste simple, photographier un mur de restaurant, a changé à jamais la vie de plusieurs personnes. « Nous sommes fiers d'avoir aidé cette famille à se retrouver », déclare Hiroshi Tanaka. Cela montre que parfois, les plus grandes découvertes naissent des plus petits hasards. Si nous n'avions pas regardé ce mur de photos, Sophie et Isabelle ne se seraient peut-être jamais revues. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que la réalité dépasse souvent la fiction. Comment une simple photo dans un restaurant perdu de Provence peut-elle résoudre une énigme vieille de 11 ans? Comment une femme peut-elle disparaître de la circulation pendant plus d'une décennie pour réapparaître sous une nouvelle identité à quelques centaines de kilomètres de chez elle? L'affaire Sophie Desmoulins illustre également les zones grises de la justice. Faut-il poursuivre une femme qui a choisi de disparaître pour sauver sa vie? Faut-il condamner quelqu'un qui a causé des années de souffrance à sa famille, même si ses motivations étaient légitimes? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Ce qui reste certain, c'est que cette histoire montre la force des liens familiaux. Malgré 11 années de séparation, malgré la douleur et la colère, l'amour entre Sophie et Isabelle a survécu. Il a fallu du temps, de la patience et beaucoup de discussions, mais les deux sœurs ont finalement retrouvé le chemin l'une vers l'autre. Aujourd'hui, quand Sophie regarde par la fenêtre de la table des lavandes les montagnes provençales qu'elle a apprises à aimer, elle ne ressent plus cette angoisse permanente qui l'habitait depuis sa disparition. Elle a retrouvé sa sœur, elle a trouvé la paix, et elle peut enfin envisager l'avenir sans crainte. Car au final, c'est peut-être cela, le véritable enseignement de cette histoire. Même dans les situations les plus désespérées, même quand on croit que tout est perdu, il reste toujours un espoir de retrouver ce qui nous est cher. Il suffit parfois d'un regard attentif, d'une photo sur un mur, d'un couple de touristes curieux pour que la vérité éclate enfin. Ce cas nous montre comment les choix désespérés peuvent avoir des conséquences durables sur ceux qu'on aime le plus. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Sophie? Auriez-vous eu le courage de tout abandonner pour sauver votre vie? Et à la place d'Isabelle, auriez-vous pu pardonner 11 années d'angoisse? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si ce récit vous a touché et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires vraies comme celle-ci.